Merci à toute l'équipe des rencontres pour cette invitation dans ce beau lieu et puis nous donner l'occasion de cette discussion autour d'une question qui est bien complexe, hein, parce que le mot, comme l'a dit Robert Maggiori, il est très très polysémique. D'ailleurs, il faut voir que le mot n'a été utilisé que très récemment dans le débat écologique, nature renvoyait plutôt à la substance des choses, etc. Et ce n'est pas un hasard si d'autres mots étaient utilisés. Le mot qui en français, hein, jusque dans les années 1960, était le mot dominant, c'était le mot milieu. Pour ce dont on parle, c'est-à-dire une réalité naturelle. Et quand le mot environnement a surgi, il a été vu comme un mot technocratique, venant comme une traduction de l'anglais. Quand le roi Ladurie publie le premier numéro des Annales en 1974, consacré à histoire et environnement, il dit, quand sur environnement, mais il dit, c'est un mot technocrate. La vraie chose, c'est le milieu, c'est ce qui permet d'avoir, c'est ce qui a fondé la géographie et le sens historique de cette compréhension. Alors, la première chose, c'est que d'abord, poser même cette question, peut-on renouer avec la nature, ça suppose prendre acte, effectivement, d'un lien qui s'est défait. Et donc, c'est prendre acte d'un constat d'échec. C'est d'ailleurs le paradoxe du souci de la nature comme politique, c'est-à-dire le paradoxe des mouvements écologistes, c'est-à-dire qu'ils naissent sur la destruction de la nature. Quand il n'y a pas de destruction de la nature, eh bien, il n'y a pas d'écologie au sens politique, c'est le grand paradoxe. Et d'ailleurs, si on regarde les mouvements de protection de la nature tels qu'ils se sont constitués, eh bien, ils sont concomitants de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'appropriation des terres qui appartiennent à d'autres, le fameux concept américain de wilderness, qui désigne la nature sans les hommes. Il a d'abord servi à déposséder les Indiens de leurs terres en construisant cette arme politique incroyable qui consiste à dire qu'il y avait des habitants en Amérique du Nord, mais qui n'avaient pas modifié la nature et qu'il existait toujours des habitants, mais avec une nature intacte et qu'il fallait donc préserver, et que cette nature, eh bien, ses premiers habitants n'avaient pas de droit sur elle parce qu'ils ne la travaillaient pas, ils ne la transformaient pas, et que dans le sens que construisaient les prédicateurs puritains, eh bien, c'est le travail qui donnait, qui donnait ce droit de propriété. Mais en même temps, eh bien, cette mise à distance, effectivement, a donné naissance, et cette prédation, à un souci de la nature. Par exemple, les premiers congrès de protection de la nature, eh bien, ceux qui en sont l'origine, dans les années 1900, Paris puis Londres, ce sont les chasseurs. Ce sont les chasseurs qui, les premiers, prennent conscience que le gibier est moins nombreux en Afrique, que les grands animaux, les fameux Big Five, eh bien, sont moins importants. Et donc, il y a une première chose à dire, c'est que finalement, c'est prendre acte historiquement de cette mise à distance, et que je prendrais dans un sens différent, c'est-à-dire pas la façon dont la culture est un arrachement à la nature, mais dans un sens différent, qui n'est pas d'ailleurs contradictoire, c'est la question de l'objectivation du monde. La nature comme une forme d'objectivation du monde qui conduit à l'idée qu'il existerait une réalité que les hommes n'ont pas créée, qui leur préexiste, qui est indépendante d'elle, et qui est à la fois un outil extraordinaire pour approprier et transformer cette chose, puisque s'il y a quelque chose d'extérieur à nous que nous n'avons pas créé, eh bien cette chose, et qui est un objet, on peut la transformer en une chose inerte, l'approprier, la vendre, la représenter, la marchandiser. Et effectivement, ce qu'on appelle le naturalisme, qui est le propre des sociétés occidentales, Philippe Descola l'a bien montré, eh bien, ça a été un outil incroyable de transformation du monde par cette mise à distance, mais cette mise à distance qui est produite par les êtres humains eux-mêmes. Et donc, on peut faire un premier travail qui est de repérer historiquement les différents moments et outils de mise à distance. L'invention de la peinture de paysage au XVe siècle, qui crée cette image qui est extérieure à nous, qui est produite pourtant par un œil humain et que l'on peut contempler, admirer, que l'on peut vendre si c'est un tableau. Ensuite, la révolution mécaniste du XVIIe siècle, qui transformant la nature en langage mathématique, permet d'en faire une chose morte que l'on peut découper en petits morceaux. Et d'ailleurs, on voit très bien, par exemple, si on prend les récits de voyageurs, à partir du XVIIe siècle, on voit très bien comment, dans les récits de voyageurs, les chapitres s'organisent selon ce qu'on appellerait des ressources. Un chapitre forêt, un chapitre poisson, un chapitre animaux. Ce qui montre bien qu'on découpe en morceaux
et que l'on peut s'approprier et se transformer cela. De même que le droit, ce qu'on appelle l'individualisme possessif, qui est l'idée que cette chose inerte appartient à des êtres humains qui ont un droit de propriété sur elle, il faut d'abord objectiver le monde. Et donc c'est toute la difficulté. D'ailleurs, dans le petit film qu'on avait, on voyait très bien qu'il y avait cette difficulté intrinsèque qui est cette tension entre se penser dans le monde et dans la nature et hors de la nature. Et ça revenait même dans l'usage des pronoms que les gens utilisaient. Il y avait, cette contradiction. Et ce qui m'amène à un deuxième point, c'est que cette critique du concept de nature, est-ce qu'elle peut nous amener à repenser ce concept-là, à le repenser dans un sens différent, tout en faisant la critique la plus implacable. C'est le projet de l'histoire environnementale. Le projet de l'histoire environnementale, lorsque l'histoire environnementale est née dans les années 1970 aux États-Unis, c'était dans un contexte qui était les luttes contre les guerres du Vietnam et les manifestations pour les droits civiques. Le point commun entre les deux étant la dénonciation des rapports de force, la prise de conscience que l'impérialisme américain était aussi un impérialisme écologique, les destructions écologiques pendant la guerre du Vietnam, et la conviction que c'était le même combat, lutter pour les Afro-Américains, pour les différentes minorités, et lutter pour les non-humains. Lutter pour les non-humains, c'est avec une différence en revanche, c'est que lutter pour les non-humains, c'était se faire le porte-parole d'êtres qui ne parlent pas eux-mêmes. Il n'est pas possible de leur redonner une voix. Et donc, dès le départ, il y avait une tension épistémologique qui fait partie aussi du problème. Parce qu'on peut très bien dire que cette question de la nature, ce n'est pas une question simplement d'ontologie, c'est-à-dire de classement des êtres dans le monde, mais c'est aussi un problème épistémologique de compréhension. Est-ce que pour connaître, on n'a pas besoin de séparer ? Lorsque on revient souvent, c'est une idée qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est de dire qu'il faudrait remettre en question la séparation entre les sciences de la nature et les sciences de la culture, entre les différentes disciplines. C'est un argument qui est extrêmement intéressant, que je partage, mais dans un certain sens auquel je reviendrai tout à l'heure. Mais néanmoins, si on revient au moment où la séparation s'est faite, lors du débat sur ce qu'on appelle la querelle de l'historicisme en Allemagne, dans les années 1780-1880, ceux qui font ça, des gens comme Dilthey ou Windelband, ils disent pas qu'il y a deux ordres de réalité différents, mais ils disent pour connaître, il faut séparer. Pour connaître, il faut séparer. Et donc, c'est une question épistémologique et pas simplement ontologique. Et donc, on peut transformer la manière de connaître. On peut transformer la manière de connaître en recréant tous ces liens qui ont été invisibilisés. Et j'aime beaucoup l'exemple que vous preniez du mot environnement, ce mot traduit de l'anglais. Et si on remonte un petit peu avant, c'est effectivement un mot d'origine médiévale. L'environnement, c'est drôle, ça apparaît donc dans les années 1960 comme une traduction de l'anglais, mais en fait c'est un mot français qui est passé en anglais par les invasions anglo-normandes, qui a été oublié en français et qui est revenu comme une traduction de l'anglais. Mais le mot médiéval est extrêmement intéressant parce que l'environnement, c'est les clôtures qu'il y a autour de la maison. Ce sont les bordures. Et donc, la maison a des bords. La maison a des bords, la maison a des clôtures. Parce que c'est ceux avec les clôtures, les bordures, c'est là où on négocie avec d'autres êtres. On fait de la diplomatie, comme dirait Baptiste Morisot. Et ce qui s'est passé, c'est que ces formes ces bordures, avec le temps, elles se sont invisibilisées. Elles ont été soit naturalisées, soit culturalisées. Et comme historien de l'environnement, ce que je fais comme d'autres collègues, ça consiste à revenir sur ce moment et faire ressurgir l'ensemble de ces liens. Montrer que, par exemple, croire que, c'est mon livre sur Versailles, que Versailles est un lieu qui donne à voir la nature plus belle parce lorsqu'elle est dominée et transformée par les êtres humains, c'est un contresens absolu. Personne n'a jamais pensé ça lorsque le château était habité. Cela consiste à montrer que ces beaux livres de Bernard Picon sur la Camargue, que la Camargue qui est l'archétype de l'espace naturel à protéger en Méditerranée, il n'y a pas d'exemple plus absolu d'espace vierge de toute occupation humaine. C'est une création historique
qui est due à la présence des hommes, un conflit entre les eaux douces et les eaux salées, entre les industries du sel qui apportaient de l'eau salée dans les années, dans la deuxième moitié du 19e siècle, les agriculteurs qui pompaient l'eau du Rhône, et comment à un moment il y a un partage juridique, donc on connaît très bien la décision de justice qui fait ça, qui va faire cet équilibre unique entre eau douce et eau salée qui n'existe pas dans la nature. Et donc cet arrangement. Et là, il y a effectivement un outil qui est extrêmement précieux et qui, encore une fois, porte sur rendre visible ce qui a été invisibilisé. Par exemple, ce qui marche aussi très bien, c'est la part naturelle des villes. C'est quand même tout à fait étonnant qu'à un moment, on en soit arrivé à concevoir les villes comme des lieux purement une substance sociétale, alors même que la nature est partout sous nos yeux. Alors, il y a les friches, il y a les interstices, mais il y a bien plus que ça. La première définition que lorsqu'on étudie les sociétés savantes du XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la première définition d'une ville, c'est des sous-sols. C'est ces sous-sols, c'est ces grottes, c'est ces catacombes, ce sont ces carrières, parce que toutes les villes se sont construites sur des carrières en creusant leur sol pour tirer des matériaux. Et voilà quelque chose que l'on a perdu. D'ailleurs, si vous regardez l'actualité des effondrements d'immeubles, si vous regardez très précisément les controverses et les dossiers qui ont lieu à Paris ou dans d'autres endroits, c'est très souvent parce que dans la représentation, c'est perdu à la fois un savoir et une représentation de la ville avec des sous-sols et des cavités en dessous. Et donc, à un moment, on se met à faire n'importe quoi. Donc, on peut rendre ceci à nouveau visible. On peut rendre, comme l'a fait un collègue, Sanderson, pour Manhattan, avec des documents historiques et une expérience qui est presque de réalité virtuelle, du cinéma. Il a recréé Manhattan quand Hudson arrive et voit cette île qui est peuplée par des Indiens. Il a recréé la part de la nature, il l'a superposée, mise en parallèle de Manhattan aujourd'hui. Et il montre bien que notre problème, c'est cet effort d'invisibiliser, c'est cet effet d'invisibilisation. Mais néanmoins, il reste quand même cette difficulté principielle, c'est que même si l'on repeuple, même si l'on rend à nouveau visible ce qui était invisibilisé, eh bien, pour connaître, on continue à séparer. Ce qui conduit à une forme de désespoir et de désespérance, on parle aujourd'hui d'éco-anxiété, c'est-à-dire est-il possible de sortir de cette séparation entre nature et culture? Est-il possible, alors la grande difficulté pour les sociétés occidentales qui ont commencé, qui sont des sociétés naturalistes, eh bien c'est qu'il n'y a aucun exemple historique d'un passage à une autre organisation. On ne peut pas devenir, il n'y a aucun exemple historique de passage à une société animiste ou totémiste. Alors, analogiste peut-être. L'Europe a été analogiste jusqu'à la Renaissance. L'analogisme, ça consiste à penser qu'il y a, que tous les êtres sont différents, à la fois intérieurement et physiquement, mais qu'il y a des réseaux de correspondance invisibles que l'on peut déchiffrer. C'est l'origine de ce que vous connaissez sous la forme d'horoscope, qui a été d'abord une science tout à fait officielle, l'astrologie, qui était placée jusqu'à la fin du XVIe siècle à la même hauteur que l'astronomie, et qui déchiffrait ces réseaux de correspondance. Dans ce livre, le premier livre que j'ai écrit sur les tremblements de terre en France au XVIIe et XVIIIe siècle, si on regarde les registres paroissiaux, par exemple les annotations que portent les curés lorsqu'il y a des tremblements de terre ou des catastrophes, eh bien, ils écrivent jusqu'au début du XVIIIe siècle que tel tremblement de terre annonce la mort d'un souverain, annonce des épidémies, des pestes, non pas parce qu'il y aura un lien de causalité, ce n'est pas le tremblement de terre qui va faire mourir le souverain, mais parce qu'il y a des réseaux de correspondance et la nature est un livre à déchiffrer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais néanmoins, il faut bien être conscient que nos institutions, nos manières de posséder, nos manières d'organiser sont construites sur tout à fait autre chose. Donc on peut bien avoir des outils critiques, mais il n'empêche que l'ensemble de nos institutions sont conçues sur des séries de partages et de mise à distance. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté. Et la difficulté est même encore plus grande, c'est que si on regarde l'ensemble des peuples qui occupent la planète aujourd'hui, eh bien tout le monde ou presque est devenu naturaliste. C'est-à-dire que même les peuples qui ont eu d'autres manières d'organiser les choses, d'identifier les choses, de les relier, eh bien, sont rentrés dans un système qui est un système juridique, qui repose sur le droit de propriété, un système de défense qui se repose sur la valeur de la nature, qui est déjà une manière de séparer. Une société première, un peuple amazonien, pour défendre ses droits, il est obligé d'aller devant un tribunal et de dire « ceci m'appartient ». Ce qui est déjà
un échec par rapport à leur mode de vie et un changement profond par rapport à tout ce qui le reliait. Eh bien, la voie, et ce sera mon dernier point, c'est que en réalité, je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est par la question du temps et de l'historicité. Alors pas de l'histoire comme discipline, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, et de revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que la nature a la nature processuelle. À la nature, d'ailleurs c'est les deux sens, la nature naturée et la nature naturante, l'objectivation et la nature comme processus, qui est une question philosophique classique. Le cours de Merleau-Ponty au Collège de France sur la nature est consacré à cette question-là. Mais la prendre dans son sens plein et se rendre compte qu'il y a dès l'objectivation du monde, dès l'appropriation, dès la transformation écologique profonde, il y a cette tension qui est là et qui habite les sociétés. On a parlé du modèle de mathématisation du monde, qui est le modèle mécaniste, transformer la nature en langage mathématique. Il y avait au même moment un modèle qui était concurrent et qui était aussi fort, qui était le modèle de l'histoire naturelle. C'est le fameux texte de Goethe sur la métamorphose des plantes, en 1826, dans lequel il y a des phénomènes qui ne s'expliquent pas en langage mathématique, qui ne s'expliquent pas par des relations mécaniques, par des liens de causalité, parce que ce sont des phénomènes qui procèdent par engendrement. Et l'exemple qu'il prend, il dit, la feuille n'est pas contenue en puissance dans la tige. La tige n'est pas contenue en puissance dans la racine. Et cette processualité, elle est donc métamorphose et transformation. C'est d'ailleurs tout un courant qui a été extrêmement important, qu'on appelle la morphologie. La morphologie qui a donné naissance à la biologie des images, quelque chose qui a été très important pour Lévi-Strauss, c'est Aby Warburg. C'est tout un courant oublié, mais qui a été extrêmement puissant pour Diderot. Dans les années 1770, Diderot pense que l'histoire naturelle va l'emporter contre le langage mathématique. Et ça n'a pas été le cas. Mon livre sur Versailles, je l'ai intitulé Versailles, histoire naturelle pour cette raison-là. Parce que dans une première version du livre, je m'étais rendu compte que j'avais écrit le livre de la manière suivante, ce qui était le choc écologique. Le roi arrive, Louis XIV, et il y a un choc écologique sur la nature, une artificialisation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'enfermais moi-même dans ce que je voulais dénoncer. Pourquoi ? Parce que je replaçais l'homme, ici le roi, mais l'homme, au centre et au moteur de toute chose. Et donc j'excluais de l'histoire et je rendais passifs tous ces agents, tous ces acteurs non humains, alors même que je voulais repeupler. Et la deuxième chose, c'est que je rentrais dans ce modèle mécaniste de causalité. Et le livre, il organisait toute autre chose, d'où le plan, la naissance, la régénération, la croissance et la mort. Parce que le patrimoine, tel que la notion se construit, c'est comme disait Michel de Certeau, c'est la beauté du mort. C'est d'ailleurs ce qu'est Versailles aujourd'hui, un lieu sépulcral qui devrait nous inquiéter, c'est-à-dire un lieu qui n'est plus habité, où il n'y a plus les animaux qu'il y avait, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus d'eau qui déborde, ça sent plus mauvais. Et donc c'est un lieu qui est vidé de l'ensemble de ces substances et de ces relations-là. La processualité, c'est aussi la possibilité de penser tout un tas d'échanges et de symbioses. Et là, il y a tout un domaine qui va aussi bien des catégories de l'économie jusqu'au renouvellement les plus récents de la biologie. Les catégories de l'économie, pensez à la notion de ressources. Ressources qui veut dire approprier la banque, le stock. Dans l'économie néoclassique, la ressource naturelle, c'est défini comme un stock dans lequel on puise. On puise dans le sous-sol, on prend des hydrocarbures, etc. Mais la racine de ressources ressurgere, c'est ce qui ressout, c'est qui ressurgit. Donc étymologiquement, la ressource, c'est qui se reproduit. Donc comment a-t-on pu puiser dans le sol en pensant que tout ceci était une sorte de grand magasin et de grand stock qui nous appartenait ? Étymologiquement, c'est complètement faux. Et dans ce cas-là, si ressource devient ce qui ressurgit et ce qui se reproduit, le calcul même devient tout à fait différent. Vous avez sans doute appris comme moi cette chose peut-être absurde. Lorsqu'on avait des cours de géographie sur la puissance agricole de la France, on donnait comme critère la productivité à l'hectare. C'est-à-dire sans prendre en compte ni ce qui rentrait, ni le soleil, ni le sol, ni ce qui sortait, les effluents, les pollutions, etc. Voilà, avec Ressurgere, vous évitez ça. Et en même temps,
du côté de, du côté de la biologie la plus contemporaine, aujourd'hui ce qu'on appelle la biologie symbiotique, qui a fait exploser la notion d'individu, en montrant que l'individu, comme une intériorité, une conscience fermée sur elle-même, eh bien, c'était en réalité quelque chose de totalement faux, parce que nous avons en nous-mêmes des milliers et des milliers d'êtres vivants, des microbes qui nous permettent de digérer, qui nous permettent d'exister, et des relations de collaboration et de coopération. Enfin, un dernier sens que je voudrais, pour conclure, c'est que le temps, c'est la possibilité de penser un temps partagé. Un temps partagé, mais différent. Il y a des natures différentes selon les êtres. Et d'ailleurs, les seuls moments où, où on gomme ces natures, c'est une forme d'anthropocentrisme. Hein. C'est une des limites, sans doute, du point de vue animal. Enfin, c'est, comme disait un collègue ironiquement, seul l'homme dit penser comme un cheval. Hein. Un cheval, sans doute, n'a pas du tout l'idée de penser, le projet de penser comme un être humain. Ça ne saute aucun intérêt pour lui. Et donc, c'est cette forme d'anthropomorphisme qui est tout à fait, tout à fait gênant. Et donc, ce temps commun, ce temps partagé mais différent, c'est aujourd'hui le grand enjeu scientifique. Un moment où on voit se réorganiser les sciences autour du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de l'espace, qui était la grande question de la globalisation. Et l'espace, c'est ce qui est mesurable, ce qui est infini, sans limite, c'est la croissance, c'est le capitalisme. On est en train de passer de l'espace à la question du temps. Et le temps, c'est par nature les bords, les limites, la processualité, l'engendrement, et donc un autre type de contrat social, un autre type d'organisation du savoir, un autre type d'outil. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute, et à la prochaine fois. Merci.